Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Laurent Geller. Bonjour Laurent. Bonjour Mélanie. Écoute, je suis en joie de t'avoir sur un podcast. Pour être honnête aussi avec les auditeurs et les auditrices, on se connaît pas vraiment encore. Mais j'ai fait ta rencontre, enfin ta découverte déjà dans un premier temps, grâce au docteur Pablo Bono qui est présent en Suisse à Genève et qui a parlé de tes produits puisque au-delà d'être qui tu as aussi créé une marque de spagyrie. Alors on ira plus dans les détails parce que c'est un procédé qu'on connaît quand même assez peu. Mais en tout cas, tu mets en lumière et en valeur des plantes sacrées médecine colombienne. Et j'en ai acheté il y a quelques semaines maintenant. Je laisse aussi en moi la médecine se faire et puis mon mari il en bénéficie aussi grandement. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter sur ce podcast pour que tu puisses nous parler eh bien de toi, de ces créations, parce que je pense qu'elles peuvent faire beaucoup de bien au monde. Donc bienvenue sur ce podcast. Merci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, en tout cas dans ce qui te semble pour toi important à partager aujourd'hui, dans qui tu es, quel est le message que tu as envie de véhiculer et déjà, je pense que c'est déjà beaucoup. Je t'écoute. Oui, alors effectivement, j'ai beaucoup de messages que j'ai envie de transmettre. Peut-être mon parcours est un message pour toutes ces personnes qui ne se sentent pas heureuses dans leur vie, qui ne sont pas à leur endroit, à leur place, et de leur faire comprendre que dès le moment qu'on prend conscience de cela et qu'on a envie d'aller vers quelque chose qui nous inspire et qui nous apporte du bonheur, c'est possible. J'en suis un exemple et une preuve. Que j'ai étudié droit à l'université, je me suis gradué comme ingénieur système, j'ai travaillé comme chef de projet dans l'industrie du billet de banque. Ensuite, bon, j'ai pris le mur. Entre-temps, je suis parti dans la finance, dans le pharma, dans le big pharma, comme je le dis souvent, donc des grandes sociétés. Et finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis tombé malade, bien entendu. J'ai pris le mur, je ne dormais plus. J'ai commencé à étudier, d'abord je suis allé voir des thérapeutes, mais ensuite j'ai commencé à étudier la médecine quantique, la kinésiologie, pour finalement me diriger vers une relation d'aide, une relation au prochain. Et depuis que j'ai fait ce tournant, bah, je dis toujours, je ne travaille plus. Alors aujourd'hui, je gère deux entreprises, donc oui, il y a un peu de travail quand même, toute la partie admin, la partie opérationnelle qui prend quand même du temps. Mais je suis quelqu'un j'allais dire différent, non, plus proche de moi et plus proche de mes valeurs et de mes besoins et de mes talents pour pouvoir accompagner et apporter ce que j'ai apporté dans ce monde à mon humble niveau. Mais important quand même. Ah wow, j'aurais pas du tout imaginé ce parcours très, enfin pas à Chaotique, l'opposé, mais c'est vrai que c'est un chemin euh, particulier quoi. oui, chaotique Mm. d'exploration et de découverte. Donc un chemin probablement initiatique. Complètement. Et alors, à quel moment? Parce que j'ai vu que tu es allé après en Amérique, alors latine ou centrale, ou les deux? Mec, je suis parti, j'ai voyagé depuis 2001 un peu partout en Amérique latine, donc le Ok, Guatemala, l'Argentine, Pérou, mais je suis parti en Colombie en 2014, pays que je connaissais déjà. ok, Donc je suis allé m'y installer en 2014. d'accord. Donc t'es installé. Ah oui, d'où les 10 ans sur place, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette épopée de l'autre côté de l'Atlantique, pardon? Oui, alors cette épopée, en fait, j'avais déjà visité la Colombie en 2007. J'avais le mariage d'un ami, donc je suis allé comme témoin de son mariage. J'ai visité le pays, j'ai trouvé ce pays magnifique. J'avais connu l'Argentine, le Pérou, Uruguay, Chili, Guatemala, qui étaient tous des beaux pays. À chaque fois, je me disais, ah, ça c'est le plus beau pays d'Amérique latine, ça c'est le plus beau, jusqu'à ce que j'arrive en Colombie. Et là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les gens, pour l'hospitalité, pour les paysages. Et en 2014, je décide de retourner en Colombie pour passer des vacances avec un ami argentin chez un ami colombien. Et durant ces vacances, je rencontre une femme qui deviendra mon épouse par la suite, avec qui on crée le centre de médecine intégrative Tatois, le laboratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que je fais toujours l'analogie avec mon changement de parcours où en fait, je me suis dirigé vers la médecine quantique et je ne savais pas pourquoi je faisais ça.
parce que j'étais, je dis toujours, homme suisse, ingénieur, donc très carré, très rationnel, très hémisphère gauche, et je ne voulais en tout cas pas être thérapeute. Mais c'est vrai que maintenant, avec du recul, ce que j'appréciais dans le travail, c'était d'aider les gens, de résoudre leurs problèmes. Et en travaillant dans l'IT, j'ai pris conscience il y a quelque temps que finalement, je faisais l'interface entre la machine et l'homme, et aujourd'hui, je fais en quelque sorte l'interface entre la nature et l'homme. Donc, le travail n'a pas énormément changé, c'est le média qui change un petit peu. Et donc, quand j'ai opéré à ce changement de vie radical et drastique, j'ai senti pour la première fois une énergie vitale au niveau de mon cœur. J'ai senti que j'avais un cœur pour une première fois, que ça rayonnait, ça vibrait. Et quand j'ai rencontré cette femme, j'ai ressenti exactement la même chose au niveau du cœur. J'ai eu plein d'éléments, de signes concordants qui me montraient que en fait, la suite de mon aventure se passerait en Colombie. Donc du coup, la partie rationnelle est revenue. Elle a dit, bon, bah, ça a fonctionné une fois, ça va fonctionner deux fois, c'est mathématique, il n'y a pas de raison pour. Et donc 6 mois après, même pas 4 mois après ce voyage, euh, on décide de créer un centre de médecine intégrative avec son frère à l'époque qui faisait partie du projet. Il est, euh, il est parti entre-temps pour des choix. Il a choisi un chemin qui n'est pas en accord et en, en accord avec nos valeurs et notre éthique. Et puis voilà. Donc ce centre s'est créé rapidement. Et c'est vrai que je suis arrivé avec mes bagages en Colombie, avec mes titres en poche, médecine quantique, kinésiologie, formateur en kinésiologie. Donc, je pensais que mes outils étaient suffisants et qui permettraient d'aider mon prochain. Puis, j'ai découvert, j'ai mis le pied dans la porte. Je dis toujours, c'est l'effet YouTube de ces savoirs ancestraux, de ces communautés indigènes à qui on m'a présenté d'abord à une communauté, puis deux, puis trois. Et j'ai découvert un monde qui était fascinant. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que j'ai pu passer à travers des choses qui sont si logiques et si importantes. Donc voilà, j'ai commencé mon travail d'exploration auprès des communautés indigènes, même si maintenant je me rends compte que j'ai eu les signes avant-coureurs bien avant, notamment au Guatemala en 2001, où j'ai vécu des expériences assez intéressantes. Et donc voilà, c'est comme ça que mon initiation ou mon chemin initial en Colombie a débuté. Par contre, Alors, ce oui, que j'aime vas-y. aussi toujours dire, c'est que bon, la Suisse, Lausanne, c'est allez, 200 000 habitants. C'est 200 000 habitants. Cali, c'est 5 millions d'habitants. Et quand je suis arrivé dans cette ville, je me suis senti comme si j'étais à la maison. Tout était facile, tout était simple. Donc je pense qu'il y a eu d'autres vies, pour ceux qui croient aux vies antérieures, sur ce territoire, il y a eu des expériences qui ont été faites. Super. Et alors, quand tu parles de choses qui t'ont fasciné, c'est quoi? Qu'est-ce qui est venu vraiment à toi et oui, qui t'a fasciné, qui a créé en toi un choc? Ce qui a créé un choc, c'est ben, la beauté du territoire, des paysages, la beauté des gens, c'est-à-dire leur hospitalité, leur ouverture. Et puis ce rêve d'enfant, finalement, quand j'étais tout petit, je lisais des livres sur l'Égypte ancienne, les pyramides, aller voir les pyramides, essayer de comprendre sur les Aztèques, les Incas. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et puis finalement, me dire, je m'assieds avec des gens qui perdurent ces savoirs et qui vivent depuis 3000 ans de la même façon. Ils n'ont pas changé leurs habitudes, donc ça a été pour moi un gros impact. Aujourd'hui, c'est une normalité. Mais quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, c'est étrange quand même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que je suis en train de rêver? Voilà. Donc c'est une des choses les plus impactantes de voir ces traditions perdurer et de se connecter à ce mystère. Et du coup, moi, ça me fait penser que, alors, on a vécu, certes, des choses un peu similaires, mais pas aussi approfondies, parce que en 2022, avec mon mari, on a décidé de partir vivre en Amérique centrale. Et du coup, on est parti, on savait pas, on avait pris un billet aller, mais pas de billet retour, et on est allé au Costa Rica. Puis on a découvert le Guatemala qui était pas du tout prévu, parce qu'on avait vraiment une vision européenne du Costa Rica, enfin, pardon, du Guatemala.
où c'est vraiment pas, enfin c'est un pays qui est pas du tout mis en valeur, qui dans la tête des gens est quand même plutôt un pays dit dangereux. Et nous, c'est quand des Américains qu'on a beaucoup rencontrés au Costa Rica, des Canadiens nous ont dit, il faut aller au Guatemala, c'est un pays magnifique. On s'est dit, si eux y vont, et ils sont tellement dans le côté safe, nous, on peut y aller tranquille. Et du coup, on est allé. Et ça a été une découverte magnifique. Je pense que ça a été la plus belle surprise qu'on a eue de l'Amérique centrale. Bien qu'on ait absolument adoré le Costa Rica et qu'on a passé la majeure du temps au Costa Rica. Mais c'est vrai que le Guatemala a une nature qui est sublime. Alors on n'a pas eu la chance d'aller rencontrer des peuples avec voilà des savoirs ancestraux, avec vraiment une transmission comme ça. Mais en tout cas la nature là-bas, elle est quand même magnifique. Et donc je peux comprendre aussi ton appétence pour ces pays-là. Oui, 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 tout à fait. Je sais pas où vous êtes allé au Guatemala. Je suis vraiment tombé amoureux du pays. Euh, je me rappelle, on était à un moment où vous voulez aller voir les pyramides. On était allé voir les pyramides, puis on était à Flores. Il y a, c'était un jour où il faisait pas beau. J'étais avec une ancienne copine et c'était 2001, sauf erreur. Et donc là, on demande à la personne de l'hostel, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Puis il nous a dit, bah venez, suivez-nous. Donc il nous a pris. Enfin, il a appelé un gars qui nous a amené jusqu'à une pirogue. On nous a monté sur une pirogue à deux, à travers une petite rivière, un petit fleuve. On arrive au bout, dans un endroit, on est dans la jungle. Le gars il nous donne une boîte de conserve avec des pives à l'intérieur, il nous l'allume. Il dit, bah, vous revenez ici dans 3 heures, quoi. Puis nous, naïvement, bah, on est parti dans la jungle sans savoir ce qu'on était en train de faire. Et à un moment, et ça m'a énormément marqué, je vois au loin une grande paroi de pierre avec une échelle qui était posée contre la paroi. On se regarde les deux. On avait passé des endroits où il y avait des cris des singes et tout. C'était vraiment très intense comme expérience. On décide de monter cette échelle et quand on arrive en haut, on tombe sur une cérémonie ancestrale d'un peuple premier probablement. Donc une cérémonie, les vois au loin. Je suis ébahi. Je prends mon appareil photo pour prendre des photos et là, une personne, il devait être à 100, 150, 200 mètres, je sais pas. Il me fusille du regard. Ça arrive à passer à travers l'appareil photo et arriver jusqu'à mon cœur. Je sens cet avertissement de poser mon téléphone et enfin mon téléphone, mon appareil à l'époque. Et, euh, et donc je me rends compte que c'est mon premier contact euh, dans cette vie, en tout cas avec les communautés. Ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné et ça m'a amené 13 ans plus tard. En Suisse, on dit les Suisses sont lents. Voilà, 13 ans plus tard, j'ai fait ma deuxième rencontre en jungle amazonienne. Waouh, magnifique. Alors non, du coup, on n'a pas vécu des aventures aussi dingues. On a fait plutôt, on allait directement à Antigua. Et puis après, on a passé beaucoup de temps au lac Titlan. Donc voilà, dans un cadre assez touristique par rapport à ce que tu racontes, rien à voir avec l'aventure que tu as pu vivre. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, nous, ça nous a beaucoup touchés et l'énergie là-bas est très on s'attendait à avoir une énergie dure et en fait cette énergie très lumineuse, très douce. Les gens étaient alors ils parlaient pas beaucoup anglais, donc c'est là où on a travaillé le plus notre espagnol et en fait très curieux dans vraiment la gratitude qu'on vient les visiter. Alors que bon, on n'était pas les seuls touristes, mais bon, c'est sûr que je pense pas que c'est le pays le plus visité non plus du monde. Ouais, on a vraiment des souvenirs incroyables de ces rencontres, de ces mots échangés et de la splendeur de la nature. Le lac Tidlane, c'est un lac qui est gigantesque avec plein de, je sais pas si t'as été. Oui, Si, ouais. Donc avec tous ces petits villages qui ont chacun leur identité, leur savoir-faire, leur artisanat. Et ça a été vraiment très chouette. Mm. ouais, avec les volcans. Et avec les volcans, le relief, ouais, c'est vraiment sublime. Et alors, du coup, dans tout ce parcours et ces aventures, à quel moment tu as fait la rencontre de ces fameuses plantes avec lesquelles tu travailles aujourd'hui? Bah, au tout début, en 2014, quand je suis arrivé en Colombie, donc le premier contact avec les plantes et la manière de les consommer localement s'est fait rapidement. Je pense dans les 3, 4 premiers mois qui ont suivi mon arrivée en Colombie. Donc tout de suite, c'était mon cadeau de bienvenue, Oh, trop drôle. mon exploration
intérieur et ce travail avec les plantes comme ces communautés le proposent. Hmm. Donc ça a été un premier contact passionnant, ouais. Mais alors, évidemment, là, c'était sous d'autres formes que la spagyrie, j'imagine. Exactement. C'est selon leur tradition ancestrale. Et donc, effectivement, quand on a fait cette réflexion de voir la puissance de ces plantes médicinales, le pouvoir curatif, le pouvoir en termes de santé mentale, notamment santé mentale, émotionnelle, physique et spirituelle, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour les rendre accessibles à tout le monde, du nouveau-né à la personne en fin de vie? Comment peut-on rendre accessibles ces savoirs? Et de là, nous est venue l'idée d'en faire des essences florales, donc des extractions plus vibratoires, plus homéopathiques, si on peut dire ça comme ça. C'est selon les mêmes préceptes, plus ou moins, même si ça change un petit peu. Et voilà, donc c'est là où on a commencé à développer ce système floral avec ces 9 essences qui sont arrivées sur le chemin rapidement, d'une manière assez particulière. D'accord. Bah attends, tu vas nous raconter ça. Mais alors, avant, j'ai quand même envie de parler de la spagyrie en termes de procédé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent par exemple les fleurs de Bach. Moi, j'ai découvert les spagyries avec une femme qui en fait en France, qui s'appelle Gaëlle Faure ou Forêt, qui en propose. Donc, c'est avec elle que j'avais découvert ce terme-là et ce procédé. Mais c'est quand même un procédé de niche. Donc, j'imagine que les personnes qui nous écoutent maintenant ne connaissent pas forcément ce procédé. Est-ce que tu pourrais nous en parler et nous évoquer, enfin, et nous dire aussi pourquoi tu as fait ce choix en particulier? Oui, alors je dirais c'est un choix entre science et conscience, puisque finalement, dans notre approche, dans notre travail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché les plantes avec lesquelles on voulait travailler. On a regardé quelles communautés indigènes travaillaient avec ces plantes, puis on a étudié toute la partie scientifique. Et en fait, on en a fait un point d'intersection. Et de ce point d'intersection sont nées les essences florales de plantes maîtresses et d'autres produits qui sont plus spagyriques. Et donc la spagyrie, c'est finalement des processus ancestraux, millénaires, qui permettent vraiment d'extraire le potentiel de la plante et d'avoir et de créer cette relation avec la plante en pleine conscience. Donc là, c'est la partie conscience, la spagyrie. La partie science, c'est peut-être les étapes de fabrication, j'allais dire linéaires, qui sont tous sauf linéaires, puisque finalement, ce qui compte le plus dans un processus de fabrication spagyrique, c'est la relation qu'on crée avec nous-mêmes et avec la plante qu'on a en face de nous. Donc, on travaille sur la plante et la plante travaille sur nous. Donc, c'est tout le temps mouvement, c'est tout le temps en mouvement. C'est pas parce que 2 jours de suite je fais la même chose que je vais avoir 2 fois le même résultat. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Ce qui est intéressant dans la spagyrie, finalement, c'est cette ancestralité qui permet de potentialiser des remèdes et en faire des remèdes vibratoires encore plus intéressants et plus puissants. Et de travailler sur différents plans, hein. La spagyrie, elle a cette particularité de travailler plus sur le plan physique que sur le plan spirituel. Quand on travaille avec des essences florales, on est plus sur le plan spirituel, mental, émotionnel que sur le plan physique. Mais bien sûr, chaque corps subtil interagit à des liens bidirectionnels avec les autres corps subtils. Donc, si j'arrive à interférer avec un corps subtil, forcément, par ricochet, je vais impacter les autres corps. Hmm. Et alors quand tu... Alors, il y a deux choses qui me viennent. D'une part, j'ai quand même envie d'évoquer la partie, le côté alchimique de la spagyrie parce que c'est mêler ensemble les 5 éléments. Il y a l'éther aussi, je pense. Bah, l'éther, oui, l'éther, c'est ce que dit, je crois, le professeur Bonvin, qui est, sauf erreur, je le cite, j'espère que je me tromperai pas, qui est responsable des hospices du Valais, qui dit que finalement, l'effet placebo, c'est l'invisible entre deux individus. Donc c'est Hmm. cet éther. Cet éther, c'est l'intermoléculaire, c'est cet espace, le vide, qui contient finalement toute l'information, tout le désir, la matérialisation, la pré-matérialisation de ce qu'on peut voir sur Terre. Donc l'éther, oui, fait partie effectivement d'un de ces éléments. D'ailleurs, dans Tatouan, on a les 5 éléments du sanskrit, l'eau, le feu, la terre et l'air. Hmm. Et oui. Et alors du coup, quand tu dis que c'est toujours dans la relation avec la plante, ça veut dire que quand vous avez, enfin, forcément, au fur et à mesure des années,
euh, je prends par exemple Kuka, euh, à chaque fois que vous faites un nouveau lot, le procédé est différent? Alors, d'une certaine manière, chaque production est d'une certaine manière différente parce que, voilà, encore une fois, l'individu est important dans le processus. C'est peut-être la personne la plus importante. Donc, je suis, j'espère, meilleur que hier et un peu moins bon que demain. Ça veut dire que, ben, à chaque fois que je vais cueillir, à chaque fois que je vais travailler une plante, il y a des prises de conscience, il y a de l'apprentissage, il y a de l'évolution, il y a du dépassement, il y a de la transformation qui fait que ben voilà, j'évolue et j'avance vers ma mission de vie. Quand j'approche une plante, déjà, c'est moi qui vais cueillir toutes ces belles plantes qu'on a à disposition ici. Je rentre avec un des responsables d'une communauté de la plante en question, chaque communauté étant garante des savoirs d'une ou de plusieurs plantes. Donc on rentre dans une forêt ensemble, on a un rituel de bienvenue et de salutation auprès de l'arbre maître de la région. Donc là, on fait une petite cérémonie. Il y a les esprits de la nature qui commencent à gargouiller, à s'amplifier. C'est assez intéressant. Et la première fois, c'est assez flippant quand même. D'autant plus quand on a été assez rationnel, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et donc ensuite, je me dirige vers les plantes sauvages qui contiennent encore toute cette intelligence divine de la nature. Et puis, on demande la permission à la plante, on demande la permission aux cinq éléments, on demande l'autorisation à la nature de pouvoir cueillir quelques fleurs. Et je vais demander aussi, j'ai un appareil qui me permet d'extraire le chant des plantes, le chant de la plante. Je vais demander un chant thérapeutique qui va me permettre de dynamiser mes os. Mais forcément, chaque instant de notre vie, on est différent. On ne sera jamais le même que l'on a été au moment où on est en train de discuter. Et donc, ça a une influence sur l'expérience. Et, euh, et donc, les remèdes évoluent. Euh, En termes de vibration, ils progressent et ils évoluent. C'est assez intéressant de voir qu'il y a une évolution. Et finalement, peut-être que cette évolution sera infinie, exponentielle, et que grâce à une partie du travail qu'on fait, ce travail pourra être repris et continuer à être euh, amené à qui en a besoin d'une manière à chaque fois meilleure. Hmm. Alors, du coup, parle-nous de ces plantes, puisque ça semble être pour chacune, en tout cas, une histoire. Et donc, je suis vraiment très, très curieuse. Je sais qu'aujourd'hui, tu en proposes 9 sur ton site, en tout cas sur Tatois. Donc, je sais que déjà, quand on reçoit la commande, on a un petit fascicule qui nous plonge déjà un peu dans ces histoires. Mais j'adorerais t'entendre parler et nous raconter tout ça. Oui, chouette. Alors, j'ai toujours cette petite histoire. Je vais prendre une petite plante derrière moi. Donc, à l'époque, en 2014, on cherchait cette plante-là, la chagropanga, que vous voyez là. D'ailleurs, il y a un film, un documentaire colombien qui est sorti en 2018 qui s'appelle L'étreinte du serpent. C'est un film magnifique qui parle d'un ethnobiologue D'accord. qui avait fait la même chose que nous. Il cherchait un ethnobiologue allemand qui cherchait cette plante. Et donc, quand on a cherché cette plante, on était avec Soferol et Siona. On marchait en pleine jungle et on tombe sur cette plante-là, donc la chichara, qui est un petit arbuste. Et on s'est dit, waouh, cette plante, elle nous intéresse aussi. Ils nous ont dit, bah, si elle vous intéresse, on peut déjà la travailler. Donc, on l'accueillit. Et ce qui est assez intéressant, on dit toujours que ce sont les plantes qui nous ont trouvés. Rapidement, on a trouvé 9 plantes, ce qui était bien plus que ce qu'on espérait au début. On les a trouvées rapidement et assez facilement. Il faut savoir que euh, l'Amazonie, c'est la partie amazonienne de Colombie, c'est 5 fois la taille de la Suisse. Oui, la Suisse c'est petit, mais bon, 5 fois la taille Quand pour même. juste 77 000 habitants, 77 000 habitants. Et il y a, on dit en Amazonie colombienne, plus de 80 000 plantes médicinales. Bon, donc tomber rapidement sur 9 plantes qui nous intéressaient, ça a déjà été un signe fort pour nous. 9, c'est l'accomplissement de l'homme, c'est la complétude. Et ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est qu'elles sont arrivées dans l'ordre de l'évolution de l'être humain, de la naissance à la mort. Et donc, dans le petit fascicule que tu as avec toi, il y a un petit numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, c'est les phases de l'évolution de l'être humain qu'on l'on retrouve un peu partout dans une journée.
On a un début, on a une fin, et Hmm. on a toutes les mêmes phases entre deux dans la construction d'un projet, d'une maison, d'un site web, etc., etc. Donc, petit clin d'œil de l'univers, de la source de Dieu, de qui tu veux, qui nous montrait que ben, on a beau vouloir faire les choses, c'est pas forcément nous qui décidons comment, quand et pourquoi. Hmm. Alors du coup, bah, parle-nous de cette première plante. La première plante, la chichara, d'accord. Donc la chichara, donc c'est la naissance. C'est une plante que les doulas, les sages-femmes utilisent notamment dans ce genre de pays, les parteras, qui permet de faire cette purge émotionnelle et hormonale après avoir eu pardon, un enfant. On a ce qu'on appelle en Colombie la dieta post-naissance. C'est 40 jours où on prend soin de la maman, on l'isole, on lui donne toujours des soupes de poulet. Je pense qu'à la fin des 40 jours, elle en a marre du poulet, mais on prend soin de son énergie. Et puis cette plante nous accompagne pour pouvoir faire cette purge hormonale et émotionnelle et nous reconnecter à notre partie féminine, qu'on soit Hmm. homme ou femme. C'est une plante qui va agir sur le yin, l'énergie féminine. C'est une plante qui va permettre aux femmes de créer une connexion profonde avec leurs enfants, de créer une connexion de compréhension euh, plus au niveau subtil. Donc, par exemple, si j'ai des adolescents qui sont insupportables, en prenant cette plante, je vais peut-être comprendre pourquoi ils sont insupportables. C'est juste extraordinaire. C'est une plante qui va nous connecter à l'amour pour soi, à notre confiance en soi. Donc, ce côté illimité et de confiance à l'intérieur de nous. Donc, ça, c'est la tichara, c'est la première essence. Et alors, la numéro 2, c'est quoi? Ah, la numéro 2. Alors, bah, je vais te les montrer alors. Bah vas-y, vas-y, montre tout. Allez, super. Donc, la numéro 2, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, la chaglopanga. Donc, la chaglopanga, elle travaille tout ce qui est glande derrière les chakras. D'accord? Donc, elle va travailler sur cette kundalini, cette ligne, cet axe central sur les chakras. Elle permet de nous aligner derrière les chakras. C'est une plante, comme toutes les plantes, mais celle-ci plus que les autres, qui va amplifier encore plus notre système onirique, nos rêves, et qui va nous apporter des réponses à travers les rêves. Elle va nous permettre d'explorer nos parts d'ombre, notre partie subconsciente, notre obscurité, et aussi notre part lumineuse. Et dès le moment qu'on prend conscience de notre part d'ombre, ben, il est plus facile en la conscientisant d'aller vers le changement. Donc c'est une plante qu'on recommande énormément pour tout ce qui est exploration à travers de ses rêves, breathwork, rebirth, respiration, yoga, méditation, parce qu'elle va vraiment nous concentrer derrière les axes. Dans notre clinique, on l'utilise aussi énormément avec les médecins avec qui on travaille, qui sont dans le centre, pour tout ce qui est problématique hormonale, dérèglement, hypothyroïdie, troubles, changement hormonal, ce qu'on appelle plénipause en Colombie ou ménopause plus en Occident. Donc voilà, on va travailler plus sur le système hormonal, sur les chakras, sur les centres. Bien entendu, ça ne remplace en aucun cas des médicaments. Ce sont des produits qui opèrent sur des axes différents. Donc ça, c'est la deuxième essence. Tu veux que je te fasse tout le circuit comme ça? Bah moi j'adorerais, après c'est toi, libre à toi si tu veux le faire. Ah oui, Bah j'ai le vas-y temps. alors. Oui, bah moi aussi, je t'écoute. Ça va. Donc la troisième, c'est la One Took. Voilà, c'est celle-ci. Elle est rouge, c'est une belle fleur. Donc tu verras sur les flacons que tu as chez toi, tu as une petite fleur sur le côté. Ah oui, exact. C'est la fleur qu'on a pris voilà, c'est la fleur qu'on a pris en photo avant de l'accueillir. Donc la One Took, c'est une plante qu'on devrait donner à tous les adolescents. Parce que c'est une plante qui nous reconnecte à notre cœur, à notre propos de vie, à notre mission, et qui nous permet de faire des choix basés plus sur le cœur que sur le mental. Or, on est dans une société où quand même, on dit, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand pour devenir quelqu'un? Comme s'il fallait gagner sa vie qu'on n'avait pas déjà gagné En en étant naissant. né dans ce monde. Et donc, du coup, c'est une plante qui va d'abord travailler sur tout ce qui est colère, la rage, la colère, donc ça impacte le foie, ça travaille sur le foie aussi. Elle va nous permettre de nous libérer, de pardonner peut-être lorsqu'on est capable. Donc pardonner, donner une part à ce qui s'est passé, accepter que ça se soit passé, pas forcément accepter ce qui s'est passé, mais accepter que ça se soit passé pour finalement aller au-delà, outre de ce rideau de fumée qui nous empêche de nous connecter à nous-mêmes, à qui on est vraiment au plus profond de soi.
Donc elle travaille sur tout ce qui est terreur nocturne, colère, rage et propos de vie et passion. Donc voilà, il y a plein de gens non passionnés sur cette terre parce que ils font des choses qui ne leur apportent rien ou des choses où ils n'ont pas de valeur à apporter. On s'est coupé de beaucoup de choses et finalement, si tout le monde pouvait faire ce pourquoi il est venu sur Terre, probablement on irait vachement mieux, je pense. Je pense aussi, ouais. Donc cette plante peut vraiment aider à ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai plein d'exemples très intéressants de personnes qui, en l'apprenant, ont totalement basculé, changé de profession, euh, fait des choses qui étaient improbables ou inconcevables auparavant. C'est des plantes adaptogènes, donc elles s'adaptent aux besoins de chacun et aux capacités de chacun. Donc elles ne vont jamais nous montrer quelque chose qu'on n'est pas capable de gérer Mm. ou de dépasser. Super. Donc ça, c'est la troisième. Alors, numéro 4, Oui. c'est quoi? Numéro 4, c'est la capie. Donc la Ah, ça, capie, je l'ai. voilà, on dit que c'est la plante préférée des femmes parce que, en fait, vous, les femmes, vous avez cette capacité de faire beaucoup de choses en même temps qu'on n'a pas, nous, les hommes, généralement, et qui fait que certaines fois, en fin de journée, vous arrivez en fin de journée, vous vous dites, ah, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses et rien à la fois. Donc, c'est une plante qui va nous ramener à ce qui est essentiel pour soi. Elle va nous enlever tout ce qui est brouillard Mm. contaminant, euh, donc le smog, tout ce qui peut nous distraire, procrastination, etc., etc. Et elle va nous mettre sur ce qui est prioritaire pour nous afin d'aller vers le changement, afin d'aller vers la réalisation de nos objectifs, plus que le changement. Donc c'est vraiment sa propriété. Cette plante, elle est en étude, comme avec d'autres plantes, la Chilixalingo, en étude clinique, Université de Rome et Institut de naturopathie et de médecine orthomoléculaire. Voilà, c'est notamment pour la partie TDAH, trouble de l'attention, Mm. que cette plante est étudiée, de la forme qu'elle est utilisée actuellement. On sait que cette plante, aujourd'hui, avec plusieurs études, elle est neuroprotectrice, elle est neurogénérative, il y a des études qui le démontrent. Donc, c'est des potentiels thérapeutiques très intéressants par rapport à ce qu'on vit actuellement. Donc, ça, c'est la numéro 4 du circuit. La rose. La rose, exactement. Bien entendu, c'est la productivité, hein. Donc, je dis c'est la préférée des femmes, mais les, euh, les chefs d'entreprise, les personnes qui ont des postes à responsabilité, qui doivent être productifs, adorent aussi cette langue parce que ça permet vraiment d'être beaucoup plus carré, beaucoup plus efficace dans son travail, donc d'optimiser son temps. Super. Alors, ensuite, on est à la numéro 5. 5. Donc la numéro 5, c'est intéressant parce qu'elle est au milieu du circuit. Donc on a quatre essences avant, quatre Mm. essences après. Et finalement, bah, c'est un peu le propos de la dépression. Tu sais, on est en fait sur une crête et on peut basculer soit en arrière, soit en avant. Et les médecins avec qui je travaille voient la dépression d'un bon œil. C'est pas qu'on se réjouit de la dépression, mais c'est une opportunité pour aider une personne à aller vers ce dont elle aspire. Alors généralement, quand on est en dépression, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, mais on sait surtout ce qu'on ne veut plus. On a la sensation d'être enfermé dans une situation qu'on n'a pas le choix de vivre, hein, qu'on va devoir vivre toute notre vie, et c'est peut-être ça qui nous met dans cet état d'enfermement. Donc cette plante, elle va apporter du chaud au niveau du cœur. On dit que la Chilixamango, elle travaille les froids dans le corps. Et finalement, quand on est en dépression, on a des froids qui se sont créés et il y a des choses qui se sont infiltrées, il y a des blocages, des barrages qui nous empêchent de nous mouvoir et de voir les solutions. Donc cette plante, elle va couper le mental le soir pour nous permettre de retrouver un sommeil réparateur. Et à travers le sommeil, elle va nous montrer que là où on ne pensait pas avoir de solution, il y a des options. Et donc, du coup, on se réveille le matin pas forcément mieux, mais en tout cas motivé pour aller vers le changement. Ça nous aide et ça nous force à mettre un pied en avant. Et c'est ce mouvement finalement qui nous ramène vers ce dont on inspire. Donc très intéressante et très utilisée dans le monde. Bon. Alors, attends, du coup, là, on est sur quelle plante? C'est quoi le nom? Chirixalango, Ah voilà. oui. Hop, Ah, c'est violet. Ok, d'accord. violet, c'est une petite fleur sucrée très bonne à manger. On peut la manger. Il y a des petites abeilles noires qui tournent autour. Très Hmm. intéressante. On la voit dans les villes aussi.
très présent. Super. Chili Sanango. Alors, numéro 6. Numéro 6. Numéro 6, c'est la Bado. Hop, elle est là. Bleu. Donc la Bado, c'est l'Hypomoea violacea qu'on voit sur le côté, une petite fleur bleue de cette taille-là, plus ou moins. Magnifique. Très belle. C'est c'est la connexion à son enfant intérieur. C'est une plante féminine, mais qui a une énergie masculine. C'est cette capacité à dire non sans état d'âme, à mettre des limites saines, à dire stop, à être de nouveau sa priorité numéro un. Donc c'est une plante qui va travailler aussi sur tout ce qui est vessie, vésicule biliaire, au niveau des hanches. Donc quand on a des problématiques physiques, on peut aussi se diriger vers ces plantes parce que forcément il y a une composante émotionnelle derrière qui peut être sous origine ou qui peut être une conséquence. Donc elle va travailler sur le territoire, sur les limites, sur ses propres limites. Et dès le moment que je connais mes limites, je suis plus à même de dire stop. Dans les cas de burn-out, souvent, bah, on commence à accepter, 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 puis on se fait envahir, puis on n'ose pas dire non, puis c'est le cercle infernal qui fait qu'à un moment, le corps, il dit stop. Donc cette plante, elle va nous faire comprendre que bah, il est important d'être le centre de son univers et pas le centre de l'univers, ce qui est une chose totalement différente. Mais si je ne le fais pas moi pour moi, je ne peux pas prétendre que les autres le fassent pour moi. Donc c'est une plante qui nous reconnecte à cette chose qui est tellement importante pour avancer dans sa vie. Et donc, c'est bien au-delà de juste de la relation avec l'enfant intérieur. C'est une plante, en tout cas dans ce que tu m'évoques, c'est aussi la structure pour soi, quoi. Exactement. C'est vraiment, on part de l'intérieur, donc cet enfant intérieur, mais pour aller vers l'extérieur. Et puis pour définir une structure, un écosystème, un environnement où j'ai conscience de ce que je veux, ce que je veux pas. Ça me permet, moi, et je le dis ici parce qu'on a travaillé avec des entreprises pour des programmes d'intelligence émotionnelle, ça me permet à moi, dès le moment que je connais mon environnement, mes besoins, de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, que ça soit dans ma vie privée, dans ma vie sociale, dans ma vie amicale ou dans ma vie professionnelle. Hmm. Très chouette. Alors, numéro 7. Numéro 7. Alors, je ne la vois pas là, je vais la chercher. Ah, je ne l'ai pas. Bah, montre, tu l'as toi en fait, C'est la je coca? crois. Tu as une couca avec toi, ouais. C'est le bleu. Non, c'est la verte Voilà, avec une c'est petite la verte. fleur. Petite fleur, toute jolie, à 5 branches, blanches. Ça ressemble un peu à des fleurs de citronnier, tu sais. Oui, exactement. C'est un peu plus petit. C'est Hmm. un poil plus petit. C'est vraiment minuscule. Donc ça, c'est épuisement physique et mental. C'est très intéressant parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est adaptogène. Donc quelqu'un qui n'a pas d'énergie, qui est down, cette plante va nous donner de l'énergie. Si on la donne à un enfant qui a trop d'énergie, Hmm. je dis entre guillemets, hein, parce qu'on est dans une société où on se plaint des enfants qui ont trop d'énergie, mais c'est un bon signe, hein. Si vos enfants ils ont de l'énergie, ça veut dire qu'ils sont en santé. Eh ben, ça va le niveler contre le bas. Ça va le mettre sur quelque chose de moins dispendieux. C'est une plante qu'on utilise énormément dans notre clinique pour tout ce qui est cadre addictif, en combinaison justement avec la Chilique-Sanango, que ce soit pour des drogues psychiatriques, des somnifères, des régulateurs de l'humeur, des anxiolytiques, etc. etc. C'est des plantes qu'on va utiliser dans différents cadres addictifs. Et finalement, on dit que c'est la plante de la divinité du soleil. Elle a cette capacité, cette propriété de nous connecter à la terre et de nous ancrer à la terre. Et donc finalement, quand on est ancré à cette terre, ben, on peut plus facilement partir et explorer le monde spirituel. Donc c'est une plante qui est bien aussi pour les personnes qui sont un peu trop perchées, qui sont un peu trop pas assez incarnées sur cette terre. Ça va les ramener avec ce pôle à terre et leur faire prendre conscience qu'on est aussi fait de chair et d'os et qu'on Hmm. est là aussi pour vivre des expériences physiques. Terrestre. Voilà, c'est Et, vrai. et alors du coup, est-ce que par exemple la cuca, elle a... Attends, là on est bien sur la cuca là. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Elle est reliée avec certains organes dans le corps ou à certains points? Par la KUKA, elle travaille sur plusieurs organes. Elle apporte, donc là, on la travaille notamment en complément avec la Chagropanga pour tout ce qui est troubles hormonaux, Ok. notamment chez la femme, mais pas que. Parce que c'est une plante qui va
qui va non seulement vitaliser, mais qui va apporter du flux sanguin au niveau de l'hypophyse. Mm. Qui va opérer notamment au niveau du cerveau, mais pas que. C'est une plante qui est digestive aussi. C'est une plante qui a 23 alcaloïdes différents, donc qui permet de fixer le calcium au niveau des dents, voilà, qui permet de travailler la partie digestive avec la papaïne, etc., etc. Donc, elle va opérer sur plusieurs plans. Euh, Bien sûr, nous, on a des points d'accès, des points d'entrée entre les organes, les émotions et les plantes. Ça fait partie de nos formations pour les praticiens, thérapeutes, médecins qui suivent ces programmes, où on va faire les liens avec les systèmes, les organes, les muscles, etc., et les plantes, pour permettre de travailler sur un plan holistique et intégratif de l'être. Super. Bon, et ben ensuite numéro 8, Numéro 8, donc, c'est celle-ci, voilà, la datura. la datura. Donc, la datura travaille sur plusieurs choses. Ah non, tu l'as pas, mais tu vas la voir bientôt. C'est juste. Oui. Donc, la datura, elle travaille sur le lâcher-prise, sur, sur les poumons, notamment sur la tristesse, sur l'injustice, la manipulation, tout ce qui impacte le gros intestin, tout ce qui impacte les poumons et qui finalement nous empêche de prendre de la distance avec les choses. Donc elle va nous faire prendre de la distance avec, avec les événements, avec les choses. Elle va nous faire prendre conscience que nos compagnons ne nous appartiennent pas, nos enfants ne nous appartiennent pas, nos travaux ne nous appartiennent pas. Et dès le moment qu'on prend de la distance avec tout ça, ben en fait, c'est comme si on montait en conscience et puis qu'on élargissait cette conscience pour prendre vraiment cet espace qui va au-delà de notre corps. Donc la datura, on l'utilise notamment pour ça, pour le lâcher prise. Hmm. Bah, je trouve ça très intéressant. Et alors, moi, j'ai vécu comment dire, une année 2023, tu vois, compliquée, mais j'étais en pleine expansion entrepreneuriale. Et puis, badaboum, tout s'est effondré. Et il y avait une perte de sens, il y avait une perte de tout. Heureusement, mon foyer était solide, ça a été mon rock. Mais en fait, j'ai réalisé, moi, je suis devenue entrepreneur à l'âge de 19 ans, donc ça a été très jeune, et je me suis identifiée avec ça. C'était facile pour moi d'être l'étudiante, si je voulais, ou d'être l'entrepreneur. Et donc, je me suis construite sur toute ma vingtaine, Mélanie entrepreneur. Et en 2023, une personne que j'ai rencontrée comme ça m'a dit, et sinon, toi, Mélanie, en dehors de ton entreprise, qu'est-ce que t'aimes faire dans ta vie? Et ça a été la claque absolue parce que j'avais absolument rien à répondre à cette question à l'instant T. Et ne pas avoir à répondre, ça m'a vraiment fait mal. Parce qu'après, avec du recul, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des choses qui me rendent heureuse. Mais sur le coup, j'avais rien à répondre. Et, euh, et je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui deviennent leur entreprise. Et il n'y a pas justement ce lâcher prise. En fait, il y a l'individu, il y a l'entreprise qui a sa propre vie. Mais on n'est pas que ça, on n'est pas que entrepreneur et il y a d'autres choses aussi qui se passent dans la vie. Et en tout cas, moi, comment tu me le présentes aussi, ça peut être, je pense, une grande aide pour ce genre de situation. Oui, et ne pas prendre les choses personnellement et vraiment se détacher des choses. Donc, ne plus se laisser contaminer par ce qui pourrait nous affecter et nous mettre en bas. Mm. Précieuse plante, la datura. Et alors, à la numéro 9, je pense que c'est la La- canapa. Exactement, la numéro 9 tu l'as, c'est la canapa. Donc, la canapa, c'est finalement, donc c'est la mort. Donc, la mort, donc on est passé dans les phases précédentes de la mort. La bado, c'est la peur de mourir. La datura, c'est les grandes peurs. Donc, le lâcher prise, lâche prise face à la mort. Et finalement, on a la mort. Donc, c'est la canapa. Et la mort, c'est quoi? C'est célébrer. C'est la Mm. gratitude qu'on peut avoir en fin de journée. Se dire, bah, j'ai fait le maximum que j'ai pu. La journée se termine, la journée est terminée. Passons et laissons-nous partir dans la nuit. On ne sait pas si on retournera le lendemain dans cette expérience. On va dans l'infini, hein, explorer à travers cette expansion de conscience, à travers notre corps astral. Et donc la canapa, c'est la célébration, c'est cette connexion empathique avec les gens, c'est profiter de la vie, c'est finalement de se couper du mental et être plus dans la relation avec quelqu'un
que dans le mental, dans la présence. Donc pour toutes les personnes qui peut-être sont trop exigeants, mettent la barre trop haut, sont intolérants, etc., etc., bah, cette plante, elle va mettre un peu de douceur dans leur vie. Et puis elles Mm. vont leur faire prendre conscience que c'est pas grave. On a fait le maximum. L'important est d'être là, de partager et d'être ensemble. Oui, et Donc d'une certaine manière, non, vas-y, je te laisse finir. je t'ai coupé, pardon. Non, mais c'est Tu moi aussi, disais. du coup, je t'ai coupé. Mais ce qui est vraiment venu me toucher, moi, dans le message de la Canapa, et c'est aussi pourquoi mon mari le prend, c'est le fait aussi de finalement se satisfaire aussi, tu sais, la satisfaction, nourrir la satisfaction au quotidien. Parce qu'on est pareil dans un monde où se satisfaire des choses, c'est plus vraiment quelque chose de commun, en tout cas pas pour tout le monde. Et, euh, et c'est vrai qu'on est dans des journées qui passent vite, il y a toujours plus à faire, il y a toujours d'autres objectifs à atteindre. Et, euh, et aussi d'être dans l'ici et maintenant et de nourrir la satisfaction, je trouve que c'est très précieux. Et je sais qu'en tout cas, mon mari, il a vu comment dire, des effets très très rapides avec Canapa. Ouais, Mm. c'est bien ça. Bah oui, c'est chouette. Donc ça travaille au niveau du pancréas aussi, notamment au niveau des organes. La canapa travaille au niveau du pancréas, mais pas que, aussi au niveau d'autres systèmes peut-être un peu plus subtils. Oui, effectivement. Vas-y On est dans donc. une société où le temps s'est comprimé, où on court cette course à la carotte et finalement on a tout le temps de s'amuser, de se divertir, de célébrer ou de simplement se poser un moment et se dire c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le maximum, c'est pas parfait, mais c'est ok comme ça. Hmm. Euh, je prends soin de moi et je prends du temps pour moi. Et donc, de ce que j'ai pu voir sur ton site, donc tu proposes les neuf plantes qu'on peut prendre d'ailleurs en lot de neuf, mais aussi individuellement. Et tu offres aussi plein de kits avec des thématiques un peu particulières. Donc, il me semble que d'ailleurs ces trois-là, ça fait partie. C'est un kit, je ne sais plus exactement lequel, mais ça permet en fait donc de venir amener plusieurs plantes ensemble à co-créer ce dont la personne a besoin, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, exactement. Je crois que le kit que tu as dans la main, c'est soit non, c'est pas le kit étudiant, c'est le kit 13++, donc l'entrepreneur qui a une période très intense où il doit vraiment produire, avoir de l'énergie, puis le soir, il faut qu'il coupe le mental pour pouvoir se reposer un petit peu quand même. Mm. Donc, voilà. Ouais. Oui, ça nous va bien. Euh, Mais c'est ça, exactement. Et alors, je sais que tu proposes aussi tout un cheminement. Alors, peut-être que j'ai pas le bon, mais c'est Reset 360 ou quelque chose comme ça? Oui, on a créé un programme qui s'appelle Reset 360. En début d'année, on s'est dit, bah voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin de chaque année, on se met des bonnes résolutions. On dit, je vais mettre ça en place, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça tient une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour les plus forts. Puis après, on retourne rapidement dans ces travers. Donc, on s'est dit, bon, au lieu de faire un programme qui coûte cher, que les gens ne vont pas acheter, on décide de créer ce programme, d'offrir les masterclass, d'offrir les exercices et à l'achat, pratiquement, c'est la valeur d'un kit, de donner accès à ce programme, qui est un cheminement avec les 9 essences, qui permettent aux gens d'aller bah, chaque 21 jours, à travers la masterclass, découvrir sur la plante, avoir des exercices qu'ils peuvent mettre en place pour aller se reprogrammer au niveau cellulaire sur les 9 dimensions qui nous constituent. Effectivement. Donc voilà, on a ce programme, on a des programmes pour praticiens, on a un programme d'accompagnement personnalisé qui s'appelle Tatouage Transformation Process. C'est une reprogrammation la plus intense sur 20 semaines où on l'avait appelé la machine à laver au début, mais on a changé de nom, ça faisait un peu peur. J'imagine bien. Le propos, c'est vraiment d'aller faire ce travail de reprogrammation au niveau cellulaire, d'apporter de la lumière et de l'amour à cette cellule. Et finalement, c'est de la cellule que tout part, puisque tout se stocke au niveau de la cellule. Donc, si on est capable de changer de vibration au niveau cellulaire, ce qui est cristallisé se libère, je monte en vibration, et finalement, dans mon champ d'expérience, j'attire une information à une vibration plus haute. Donc, je Mm. sors de ma zone du connu ou de confort, comme on l'appelle, pour aller vers la croissance et l'expansion. Mm. Et je suis très heureuse que tu parles des cellules parce que, alors, j'ai un parcours avant dans la gastronomie, puis après,
l'accompagnement des entrepreneurs, et puis de plus en plus maintenant le soin énergétique, mais vraiment au niveau cellulaire. Et puis je me suis passionnée aussi pour la nutrition, mais vraiment sur un domaine holistique avec la biologie et l'anatomie aussi humaine. Et quand j'ai découvert les cellules, parce qu'en fait on se rend pas compte, on en est composé, mais on les voit pas. C'est absolument merveilleux de voir que dans l'infiniment petit, il y a déjà tellement de choses. Et puis plus on étudie ça, plus on se dit que à partir du moment où une cellule est en bonne santé, tout le reste l'est par effet ricochet. Et c'est vrai que je trouve que de venir réinformer les cellules en profondeur, de leur apporter ce qui est bon pour elles et de les laisser aussi, comment dire, rejeter ce qui ne leur convient pas, c'est tellement important. Et je crois que avec l'arrivée de la médecine intégrative, la médecine fonctionnelle aussi qui arrive, alors en tout cas en France, doucement, mais ça arrive quand même. Je pense qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose de grand en termes de santé et de médecine. Tout à fait, effectivement. Une médecine axée en tout cas, ce qu'on voit ici en Suisse, et il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est une médecine qui est axée sur l'individu, sur le patient, ça ne s'arrête pas juste à son corps physique ou à la manifestation de son problème. Ça prend en compte son environnement, son écosystème et toutes ces composantes qui vont bien au-delà du corps physique. Et alors du coup, et on va pouvoir terminer ce sujet parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler longtemps, mais c'est sûr, tu as parlé d'un centre de médecine intégrative, donc ça je ne savais pas que tu en avais un. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, en Colombie, on a créé un centre de médecine intégrative avec plusieurs professionnels, donc médecins, psychologues, nutritionnistes, thérapie manuelle, thérapie énergétique, psychologie, j'ai déjà dit, et la partie laboratoire. L'objectif de Tatois, c'est à court terme, moyen terme, de créer le centre de l'âme, un centre pluridisciplinaire sur terre européenne, avec un dôme, une partie dojo, euh, une partie médecine fonctionnelle, une partie thérapie manuelle, donc où les individus viennent à travers un circuit. On parlera de longévité, on parlera de prendre soin de soi, de prévention, de médecine préventive, puisqu'aujourd'hui, quand même, on est vachement axé sur la maladie et la problématique. D'ailleurs, en Suisse ou en France aussi, on parle d'assurance maladie, on ne parle pas d'assurance santé. Donc, c'est changer ce paradigme et faire prendre conscience aux gens que si on est dans la prévention, eh ben, finalement, on pourra vivre plus longtemps et mieux. Parce que le propos, c'est pas de vivre plus longtemps, c'est de vivre plus longtemps et mieux. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on vit plus longtemps, mais moins bien. Les maladies en tout cas dans notre centre, mais pas que, qu'on avait avant à 70 ans, 70 ans, on est là à 40 ans, certaines fois à 30 ans, donc c'est préoccupant. Et à travers ce centre, où il y aura aussi une partie ancestrale universitaire, où les communautés indigènes viennent diffuser leur savoir à qui veulent les écouter, pas que les communautés d'Amérique latine, ben, finalement, c'est rééduquer les gens, ceux qui le veulent, à cette conscience que on est responsable de notre bonne santé en mettant en place les bonnes actions et les bons éléments pour vieillir plus longtemps et mieux. Et mieux. Ça, c'est assez dingue. Je trouve qu'aujourd'hui, la longévité, enfin, en tout cas, toutes les recherches et l'intérêt, pareil, c'est aux États-Unis, on voit que ça prend vraiment beaucoup. Il y a il y a de nombreux livres qui sortent, il y a de la recherche derrière. Mais je trouve qu'au niveau européen, puis je me rappelle, moi, c'est un sujet qui me passionne. Et j'avais du coup partagé sur Instagram. Et vous, ça vous plairait voilà, de discuter autour de la longévité. Et j'avais eu plein, en fait, comment dire? En pourcentage, c'était beaucoup de messages de ah non, vivre plus, enfin ça sert à quoi de vivre plus longtemps? Et c'est fou comment le fait de vieillir est forcément encore ancré dans la tête des gens que c'est pénible, que c'est difficile et que c'est absolument pas enviable. Alors que je trouve que de pouvoir se réapproprier tous les âges de notre vie et je pense que comment dire, le troisième âge, sans en parler encore de façon négative, c'est juste voilà, une troisième étape dans la vie, de se la réapproprier aussi et de pouvoir les réintégrer dans nos sociétés au lieu de vouloir ne pas trop voir, les mettre dans les EHPAD et de les voir dépérir et en fait, à la limite, c'est marginalisé. Et je trouve que c'est très dommage et là, il y a quelque chose à faire et je pense que ça pourrait tellement apporter. Tu parlais de transmission dans les peuples primaires. Ces personnes, c'était les personnes qui étaient respectées, qui étaient là pour transmettre et pour guider aussi les générations qui arrivaient.
Et je pense que ça serait important de pouvoir se réapproprier ça depuis un bel espace dans nos pays occidentaux. Oui, et tu as utilisé un terme qui pour moi est très important, c'est la transmission de ces communautés, de ces peuples premiers, se fait à travers la connaissance. Et la connaissance, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur, qu'on expérimente. Et dès le moment qu'on l'expérimente, que ça vient de la connaissance, ben, on est capable de le comprendre et de le mettre en place. On ne donne plus le pouvoir à quelqu'un qui a le droit de vie ou de mort sur nous, entre guillemets, j'exagère, mais qui va nous dire ce que je dois faire pour être bien, ce que je dois pas faire pour pas être bien, puis quand je vais pas bien, je dois aller voir cette personne, Mm. etc., etc. L'objectif, c'est de se rééduquer par rapport à ça, et de prendre conscience des différents outils qu'on a à disposition pour essayer de viser cet équilibre et ce bien-être. Et alors du coup, ce centre européen, c'est encore qu'un projet, c'est vraiment en construction. T'en es où? C'est un projet en construction, donc le, le, le plus compliqué dans ce projet, c'est de trouver finalement les individus qui vont contribuer et qui vont collaborer dans ce projet. Mm. Et là, on est en train de construire les équipes. C'est assez excitant parce que dès le moment qu'on a émis le désir de faire ça, on rencontre des personnes, des personnalités, des gens merveilleux qui ont une philosophie, une éthique qui va dans le bon sens, dans le même sens. C'est pas forcément le bon sens, c'est le même sens, et c'est ce qui est le plus important. Et finalement, je crois que c'est la chose la plus importante dans ce genre de centre, travailler depuis le cœur pour le bien d'autrui et pour pouvoir apporter quelque chose à ceux qui en ont besoin. Magique. Donc j'imagine qu'on pourra suivre ce projet avec ton compte Instagram. Exactement, avec mon compte Instagram. J'espère bientôt, on verra, il y a tellement de choses à faire, mais voilà, on publiera quand on pourra le faire. D'accord. De toute façon, je mettrai tous les liens, que ce soit la boutique Tatois, le compte Instagram aussi Tatois, et puis le tien pour suivre aussi tes aventures, parce que tu as aussi d'autres partages sur ton compte à toi. Et comme ça, les personnes qui sont intéressées trouveront toutes les informations pour aller plus loin. Voilà. Et ben merci en tout cas pour cet échange. C'était un beau moment. C'était vraiment hyper intéressant. Et voilà, tout simplement. Merci à toi, Mélanie. Merci beaucoup. À bientôt, Laurent.